Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis là pour vous présenter la love story entre SmartWave et Swiss212 et un petit peu Axway aussi. Nous formons un trouble. Donc, comment on a eu l'idée de génie, c'est la mienne, donc d'interfacer nos softwares entre eux grâce à Axway Amplify Integration et grâce à SmartWave. Donc déjà, je vais me présenter. Nicolas va se présenter comme il le sait très bien le faire, c'est-à-dire merveilleusement. Donc, je vais présenter aussi évidemment la société, pourquoi on en est venu à parler ESB, intégration, etc. Quels ont été nos critères de choix. La rencontre avec SmartWave, c'est là où il y a eu le vent et la mèche quand on s'est vu avec Emmanuel. Comment le projet a commencé. Ensuite, ça va plutôt être Nicolas qui va présenter le déroulement du projet actuellement. Et puis ensuite, on fera part de nos retours. Quelque chose à noter d'assez important, le projet est en cours. Ce sont des projets qui sont de longue haleine, je dirais, j'y reviendrai. Mais aujourd'hui, on est en train d'installer, on est en train de continuer à installer les interfaces avec Amplify Integration. Monsieur, s'il vous plaît. Merci. Donc je me présente à nouveau, Guillaume Sculfort. Je suis je suis pas informaticien, donc après, si vous voulez me parler, il faudra utiliser des mots simples. Donc moi, je suis l'administrateur ERP de Swiss212, arrivé dans l'entreprise depuis un peu plus d'1 an, donc ce qui fait de moi un ancien. J'ai une expérience dans mon ancienne vie avec un EAI, donc l'ancêtre des ESB. Et c'est vrai que là, avec le besoin qui s'est présenté chez Swiss212 d'interface, donc on en est venu à parler de ESB. Aujourd'hui, au sein de Swiss212, je suis Business Administrator, Business Software Administrator, donc je m'occupe de l'ERP, aussi qu'on en aura une de BI, CRM et évidemment d'Axway. Et donc Nicolas Gozanska, moi je suis responsable de l'offre intégration chez SmartWave. J'ai une casquette de manager, mais je contribue aussi dans les projets, dans le détail, et notamment celui de Swiss212. Donc moi, pour le coup, je suis informaticien, donc on a dû apprendre à se connaître et à se comprendre. J'ai dû vulgariser un petit peu, mais beaucoup mon discours, on va dire. Et voilà, je vous expliquerai la suite du projet quand ce sera mon tour. Swiss212 est une entreprise jeune, donc elle a été fondée en 2011, donc elle a 13 ans, donc c'est un adolescent, logiquement. À la base, on fabrique des antennes avec de l'impression 3D en aluminium. Donc quelque chose à très haute valeur ajoutée. Donc on voit deux exemples. On voit celle-ci, il faut imaginer que c'est quelque chose qui est gros comme ça. L'idée, c'est que ce sont donc des cornets d'antennes qu'on met sur des bateaux, des avions, des satellites, ou même sur le sol, et qui permettent d'envoyer un signal. Et puis peu à peu, Swiss212 va fabriquer donc ces cornets, puis a fabriqué aussi le traitement du signal, puis après a fabriqué l'amplification du signal, et puis la réception. Et notre CEO, donc Émile Deric, qui est le CEO, s'est dit que finalement on allait fabriquer notre propre satellite. Donc le satellite s'appelle HummingSat, on le voit ici, alors ce n'est pas une vraie photo. Donc l'idée, c'est que c'est un satellite géostationnaire. Il est designé pour être beaucoup plus petit qu'un satellite. C'est un satellite géostationnaire habituel. Et c'est une activité qui est très récente. Donc ça fait 1 an et demi qu'on a vendu notre premier satellite. Et avec la vente de satellites, l'activité a fait un énorme bond en avant. Donc l'entreprise, faut dire que l'entreprise était donc ça c'est le satellite. Donc nous, on design ce satellite-là, donc qui fait en hauteur, il fait à peu près 1,20 m, et ça, c'est un satellite géostationnaire classique. Donc on peut voir un peu la différence et aussi la valeur ajoutée. Je vous rappelle qu'un satellite comme ça, il faut l'envoyer à 36 000 km. Donc si on propose quelque chose un peu plus petit, de beaucoup plus léger, ça va intéresser le client. Tac. Donc l'entreprise a énormément grossi. Donc il y a 1 an et demi, nous étions une trentaine. Aujourd'hui, on est 130. Et donc l'entreprise, au mois de juin, on a eu 10 nouveaux employés. Voilà, ça vous donne une idée de la vitesse de croissance de Swiss212,
Qui dit croissance en termes de chiffre d'affaires, en termes de personnes, dit croissance aussi en termes de données, en termes de complexité de données, complexité de flux, complexité de communication. On a aussi deux filiales aux États-Unis, une sur la côte Est, une sur la côte Ouest. On a beaucoup plus de software, évidemment. Et puis des process qui bougent, qui évoluent. Le produit satellite est un produit relativement récent dans l'entreprise. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer la complexité que c'est de fabriquer un satellite. Donc, tous les process qui doivent être définis, redéfinis à mesure qu'il y a de plus en plus de personnes qui arrivent et à mesure que les besoins sont de plus en plus pointus. Évidemment, faire une erreur de calcul sur une antenne qui est posée sur la table, c'est pas très grave. Avoir une erreur sur un satellite qui est tout là-haut, faut pas. Voilà. Donc on a besoin d'interfacer les softwares entre eux, évidemment pour éviter tout ce qui est double saisie, les erreurs, les désynchronisations de bases de données, et puis tous les coûts de non-qualité et les coûts hommes qu'il y a derrière. C'est-à-dire que aujourd'hui, la première cible, c'est entre le PLM et le RP, donc Product Life Management. Donc, tous les articles, les centaines, voire les milliers de composants sont créés, gérés dans le PLM et doivent être envoyés dans le RP pour la fabrication, pour l'assemblage, pour les purchase orders, etc. et jusqu'au produit fini qui sera livré au client. Donc tout ça, ça se passe dans le RP. Et les articles évoluent beaucoup. Donc il faut suivre ces évolutions et il faut que dans le RP, la base de données, les articles soient bien à jour par rapport au PLM. Donc aujourd'hui, on a notre ingénieur qui va créer son petit article dans le RP, dans le PLM, pardon, et après, il va se connecter à l'ERP, il recrée le même article. Donc vous doutez bien que niveau valeur ajoutée, c'est quand même léger. On risque d'avoir des données qui sont pas bonnes dans le RP par rapport au PLM, donc des purchase orders qui sont pas bonnes, des OF qui sont mauvais aussi. Donc derrière, la non-qualité, on achète des trucs dont on n'a pas besoin, il y a des délais supplémentaires, donc non-respect du planning, et puis ça peut même aller jusqu'à des tensions. Avec un fournisseur, tiens, pourquoi la pièce n'est pas la bonne, vous m'avez pas fourni le bon plan, et même des tensions, ça peut aller jusqu'à des tensions internes, parce que la communication est ce qu'elle est, et puis on veut éviter ce genre de choses, évidemment. Des motivations, etc. Donc il y a les risques financiers opérationnels, évidemment les retards, on peut avoir même des pénalités de retard. Dans le satellite, je vous laisse imaginer les montants, moi j'y arrive pas. Et puis des problèmes de réputation même au sein de nos fournisseurs. Donc on avait besoin d'être sûr que les bases de données étaient d'équerre, que ce soit dans le PLM et dans le RP. Donc choisir un ESB. Alors Mathieu qui a fait, je sais pas où il est, Mathieu a fait une magnifique présentation sur les critères de choix. Nous c'est vrai que on en vient de toute façon plus ou moins aux mêmes questions. Hein. Donc nos critères c'était dans le cloud. Parce que l'entreprise, une fois de plus, est assez petite. Alors, le service IT est composé d'un IT manager, c'est tout, et c'est pas moi. Donc, qui gère un peu tous les aspects réseau, hardware, etc. Donc, on s'est dit, on n'a pas de DBA. Donc, on a besoin d'une solution cloud, mais en même temps, on a besoin de sécurité, parce que les données sont quand même sensibles. Il faut que, dans le cloud, ça peut répondre à la croissance, évidemment. On ne sait pas des serveurs à racheter, à redimensionner tous les 6 mois, vu la croissance de l'entreprise. Et puis, évidemment, qui dit on-prem, dit serveur sur place, dit une salle informatique, etc. Donc nous, on est basé sur des solutions cloud. Mais tout de même avec une notion de sécurité des données. Donc là, on est déjà sur quelque chose qui nous gêne un petit peu. On voulait un acteur du marché. Tout simplement parce qu'on veut une solution pérenne, on veut une solution facilement interfaçable. Et puis aussi, si on passe par un intégrateur, alors ferme tes oreilles s'il te plaît Emmanuel, si on passe par un intégrateur, si l'intégrateur défaille d'une manière ou d'une autre, on veut avoir une solution de repli. Extension internationale possible, parce que peut-être qu'un jour on communiquera avec nos amis américains. La bonne blague. Non, on communique évidemment, mais c'est, on va dire, on a un site, le site à l'est, aux États-Unis sur la côte est, qui à terme deviendra un site de production
Donc les besoins aujourd'hui, c'est que de l'ingénierie, mais lorsqu'il y aura la production, les besoins d'interfaçage seront également présents. Donc on a besoin d'une solution qui est capable de communiquer, de traverser l'Atlantique. Et puis ça va surtout être moi qui vais devoir gérer ce logiciel, donc il faut du low-code, voire du no-code. Et puis qu'on soit autonome, parce qu'on a aussi une volonté chez Swiss212, une culture d'entreprise qui fait que on aime avoir la main sur ce qu'on fait, on va avoir la main sur les interfaces, donc devoir appeler quelqu'un à chaque fois pour tiens en fait on a ajouté un champ ou on a une virgule qui change, est-ce que tu peux te connecter? C'est pas trop la culture d'entreprise. Donc on voulait être autonome mais bien accompagné. Clin d'œil, clin d'œil. Et c'est là que les violons retentissent. Donc on s'était renseigné, on a commencé à se renseigner sur les ESB, on est tombé, il y a le mot qui revient assez souvent, c'est WSO2. Ah, je demande à Axel de se boucher les oreilles. Donc on a commencé à prendre contact et puis SmartWave est intégrateur de cette solution. Donc on a pris contact avec SmartWave. Alors pourquoi SmartWave? Tout simplement parce qu'on a demandé à d'autres, mais déjà c'est local en fait. Et c'est bête, mais ça change un peu le contact, c'est facilement, on peut se voir. Il y a Nicolas qui vient toutes les semaines ou toutes les 2 semaines chez nous, donc parce que travailler l'un à côté de l'autre, ça facilite tout de même les rapports humains. Suisse si possible, et francophone, on a contacté un intégrateur qui était anglophone, donc on parle tous évidemment magnifiquement bien anglais, mais déjà, Nicolas quand il parle français je le comprends pas, alors imaginez avec un anglophone. Et SmartWave propose des solutions adaptées aux besoins, et ça, donc on est arrivé avec, on a vu Emmanuel et Nicolas, on leur a fait les yeux doux, on leur a dit parlez-nous de WSO2. Ils ont parlé de WSO2, on a parlé de nous, et puis SmartWave a dit non mais en fait c'est pas WSO2 qu'il vous faut. WSO2 est très bien, il fonctionne bien, mais par contre, au vu du profil non technicien de moi par exemple, et mon collègue avec qui on travaille, c'est vrai qu'ils nous ont tranquillement poussé dans les bras d'Axway, donc avec la solution Amplify Integration qui propose une interface utilisateur un peu plus sexy, un peu plus agréable, et surtout du low-code no-code, donc quelque chose qui serait plus facile pour nous à prendre en main. Et accessoirement, qui ressemble un petit peu dans l'idée à l'EAI que j'avais géré il y a 15 ans, 20 ans. Voilà, donc c'était quelque chose qui nous plaisait plus. Et c'est un petit peu ça qui nous a plu, entre autres chez SmartWave. Donc j'avais un petit peu anticipé sur Axway versus WSO2. Mais il y a aussi d'autres choses, c'est-à-dire que c'est vraiment, alors là je dis sans humour, c'est vraiment une rencontre humaine aussi, donc avec notamment Emmanuel et Nicolas. C'est-à-dire que en face j'avais des gens qui s'intéressaient à notre métier, qui s'intéressaient pas que à l'infrastructure informatique. Donc derrière une approche end-user, une approche ok vous voulez faire ça, mais pourquoi? Et pourquoi c'est nécessaire? Ce qui permet déjà une meilleure interaction et puis de parler la même langue. Une approche méthodologique qui est aussi intéressante. Donc effectivement Mathieu en a un petit peu parlé. Mais analyse du besoin, après une étude approfondie, donc là qui est vraiment une étude qui se passe en plusieurs jours, qui a donné comme résultat un dossier d'intégration. Installation des premiers flux et puis formation continue pendant l'installation des premiers flux. Sachant que les flux, au début, on veut interfacer les articles entre le PMLM et le RP. Ok, c'est facile. En fait, non, c'est pas facile. Il y a tous les cas de figure. Il y a les champs. Les champs ne sont pas du tout les mêmes parce que les deux logiciels ne sont pas du tout. Alors, le PLM, c'est Windchill pour ceux qui connaissent, et le RP, c'est Business Central. Donc, ce sont des softwares qui n'ont pas du tout la même philosophie. Donc, il faut faire des références croisées, des cross-refs. Il faut voir comment les logiciels travaillent entre eux. Et donc c'est cette approche un peu de confiance, cette approche humaine, cette vision win-win qu'on a entre nous, qui nous a beaucoup plu. Donc et aujourd'hui donc on se lance et on est très content de la manière dont
dont le travail s'effectue avec les équipes de SmartWave. Et pourquoi Axway Amplify Integration? Bon, globalement, c'est simple, ça cochait toutes les cases. Low code, no code, c'est une solution qui est assez, en tout cas, Axway est connu. C'est une solution qui est aussi, qui est assez récente qui est en évolution dans le bon sens. On voit bien il y a une montée de version il n'y a pas longtemps qui a amené des trucs très intéressants. On a aussi, moi j'ai découvert Axway un peu il y a 2 semaines, il y avait un forum Axway. J'ai pu rencontrer le commercial, j'ai pu rencontrer des chefs de produits. Donc c'est là aussi il y a un côté humain et un côté contact avec le end user qui est très appréciable et très apprécié. Et puis sécurité des données, oui, ça c'est parce qu'il y a le cloud hybride, Louis en avait parlé tout à l'heure. Donc on a choisi d'avoir le control plane en SaaS, donc comme on disait assez facile le SaaS, voilà. Et puis le data plane, donc là où transitent les données, qui se fait en local, pour avoir la main mise pour pas que nos données s'envolent dans la nature. Le projet en lui-même, comment ça s'est passé? Bon, déjà, on est une équipe dédiée. Alors, c'est principalement, on travaille énormément avec Nicolas ici présent, pardon. Donc, avec qui on s'entend très bien et qui a vraiment une connaissance technique qui est assez pointue et qui permet aussi de s'adapter. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec, je vous donne un exemple très concret, on avait des petits soucis de sécurité. Ça, je pense que c'est partout, pouvoir se connecter au réseau en interne, en plus avec une infrastructure hybride. Donc ça a mis un petit peu de temps pour avoir tous les connecteurs qui se mettaient en place. Et ben c'est pas grave, on s'est adapté, on a utilisé un data plane, un shared data plane. On a pu avancer, on a pu commencer à faire les premiers flux. Et voilà, donc à chaque fois qu'il y a des problèmes qui se posent, bon déjà il y a une solution qui peut être trouvée, mais on s'adapte et on arrive à avancer en attendant que la solution arrive. On arrive à avancer sur d'autres points. Donc, on apprécie ce côté de ne pas être fermé sur un scénario qui avance de manière séquentielle. Voilà, il y a toujours une possibilité de s'arranger, de discuter. Et on a assez, comme je disais, une bonne entente, c'est-à-dire que quand il y a des choses un peu difficiles, on s'appelle. Ça, c'est assez chouette. On n'hésite pas à s'appeler. On discute, tiens, j'ai un problème là-dessus, j'arrive pas à me connecter, j'arrive pas à contacter ton informaticien, est-ce que tu peux voir ça en direct? Donc on fait ça. Nous, on avait aussi, quand on peut avoir des problèmes, ça peut même être d'ordre contractuel ou des questions, on n'hésite pas, on s'appelle et on trouve des solutions ensemble. Une fois de plus, un petit côté win-win. Et puis des conseils aussi, parce que on n'est pas les premiers clients de SmartWave. Je pense pas qu'on soit les derniers non plus. Donc derrière, ils vont pouvoir aussi nous donner des conseils, même très pragmatiques. Et je vais laisser la place à Nicolas pour parler de la réalisation. D'abord, avant toute chose, pourquoi on vous présente Swiss212 aujourd'hui? Pourquoi on a choisi ce projet-là parmi les multiples projets qu'on a pu réaliser chez SmartWave cette année? C'est parce que c'est un projet qui ne ressemble pas aux autres, tout simplement. Avec une entreprise qui ne ressemble pas aux autres non plus. On a l'habitude de travailler, Arnold a cité quelques grands noms du catalogue Axway. Donc la plupart du temps, c'est des très grandes entreprises ou c'est des organismes étatiques. Et là, on avait quelque chose qui était un peu différent, on va dire une start-up, mais quand on les a connus, c'était une start-up. Et puis maintenant, au fur et à mesure, je pense plus vraiment que ce soit une start-up. Donc quelque chose de différent avec un produit nouveau. Et donc forcément une histoire plus sympa à raconter. Différente en tout cas. Comment on a mené le projet? Il a fallu forcément s'adapter un petit peu parce que, comme l'expliquait Guillaume, ils sont venus vers nous avec une solution, avec une demande WSO2, avec une équipe assez réduite. Donc on n'a pas forcément appliqué à la lettre, par exemple, la formule de Mathieu qui vous a présenté tout à l'heure. On a pris quelques raccourcis pour s'adapter à l'auditoire. Donc on a commencé par une première phase d'analyse qui a duré un certain temps quand même pour prendre les bons choix
apprendre à se connaître et orienter vers les bonnes décisions. Ensuite, on a fait une phase de conception où on a designé les premiers flux d'intégration et on a un petit peu motivé les équipes à se projeter vers d'autres types de flux. Une phase d'installation, donc là je vous la détaillerai un peu plus tard, vraiment l'installation physique. Et là, on est dans cette quatrième phase qui est créer les flux d'intégration avec déjà des premiers tests sur les environnements de développement. Alors comme je vous disais, on a l'habitude de travailler avec des architectes, des RSSI, les équipes IT. Là, on s'est retrouvé avec une équipe IT qui se composait d'une personne. Auquel on a été très peu confronté, enfin confronté entre guillemets. Non mais je parlais par rapport au RSSI. Et avec un public non IT. Donc c'est quelque chose qui est assez nouveau pour moi, hein, effectivement, parce qu'on parlait de vulgariser, essayer d'employer des termes pas trop compliqués. Et ils sont venus vers nous avec WSO2 parce que, bon voilà, micro-intégrateur, donc pas la PIM, hein, micro-intégrateur. Donc on leur a fait une démo des deux produits, on a appris un petit peu à se connaître, ils ont présenté leur profil, et on a bien vu qu'on avait, qu'on avait affaire à des personnes qui étaient non informaticiens, qui avaient quand même une fibre technique dans la mesure où ce sont des ingénieurs mécaniques, donc une capacité à comprendre les problématiques informatiques, mais sans les bases des normes, des protocoles, voilà. Donc on leur a fait une présentation des deux outils et sur la partie WSO2 micro-intégrateur, ouais, c'est un produit qui se dit low code, no code, mais c'est plus low code que no code, on va dire. Donc on a intérêt à savoir mettre un petit peu les mains dedans, et ça c'était pas du tout approprié par rapport au profil des équipes qu'on avait en face, et on les a fortement orientés vers Amplify Intégration, qui est un outil beaucoup plus moderne aussi, on va se le dire. Et on a benché un petit peu la facilité à s'approprier le produit, parce que le but c'est, comme disait Mathieu, nous on est sur des projets, donc on n'est pas forcément sur des consultants qu'on va placer pendant des années chez Swift 12. On est sur un projet, on est sur une mission, on veut que ça fonctionne et on veut à la fin partir sereinement en ayant donné les clés aux clients. Et on a commencé à discuter un petit peu des use cases métiers pour éprouver la faisabilité technique. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail de la faisabilité technique, on devait adresser deux logiciels. Un qui est le PLM, qui est Windshield, Product Lifecycle Management. Moi, c'était quelque chose de complètement nouveau. J'avais jamais entendu parler de ce produit. Donc j'ai dû me taper la doc, tout simplement. Regarder un petit peu les protocoles supportés, les interfaces, ce qu'il y avait comme mécanisme d'authentification, etc. Et on est parti sur le couple webhook et puis sur du OData. Et ce qui était un peu cohérent avec la partie Dynamics 365, donc c'est Business Central Dynamics. Là, on a des clients qui utilisent le CRM Dynamics 365 dans le canton de Vaud. Donc moi j'avais une petite expérience sur le sujet, enfin, une certaine expérience on va dire. Faut savoir que ce sont les mêmes produits techniquement, enfin, si on regarde ça avec un œil technique, c'est le même produit, fonctionnellement forcément ça fait complètement différent. Mais du coup capitaliser sur ce savoir-faire, on a fait beaucoup d'interfaces avec CRM Dynamics. Il y a des collections Postman qui sont déjà disponibles, qui permettent d'utiliser tous les connecteurs, tous les use cases fonctionnels. Donc ça simplifiait largement la tâche. Donc on a commencé notre analyse en pondérant selon différents axes. Alors comme je vous dis, on n'a pas appliqué la méthode Mathieu de tout à l'heure, on n'est pas sur de l'ISO, on a été beaucoup plus rapide que ça. Pourquoi ? Parce qu'on ne devait pas forcément... on avait que deux interlocuteurs qui étaient des interlocuteurs fonctionnels, et il n'y avait pas à aller voir le RSSI, l'architecte pour vendre un peu la solution. Cela dit, notre devoir de conseil, c'est de faire quand même les choses bien. Donc on a étudié ça sous l'angle infrastructure, vraiment comment on va l'installer. Est-ce que techniquement ça va le faire, est-ce que les protocoles sont supportés? Est-ce que les mécanismes d'authentification sont supportés? Un aspect coût quand même, qui n'était pas pondéré dans l'étude de Mathieu, enfin dans celle qu'il vous a présentée.
sur lequel on s'est quand même attardé parce que le licensing est à la transaction. Les capacités d'appropriation par les équipes Swiss 212, c'est important qu'ils soient autonomes et qu'on les forme et qu'ils s'approprient le logiciel. Et forcément un aspect plan projet, délai, avec une certaine flexibilité, comme l'a dit Guillaume. Je vais vous expliquer un peu comment on a dû s'adapter. Donc on a commencé par faire des diagrammes de séquences, des pseudo-algorithmes et des diagrammes de flux pour designer au moins un flux. Voilà, on va faire, on va consommer du webhook, on va faire de la transformation, on va itérer sur de la donnée, on va s'authentifier et on va pousser ça dans Business Central. Ce qui est assez sympa, c'est que c'est du OData des deux côtés. Donc à la fin, ça reste du mapping champ à champ avec pas trop de transformation. Et forcément, Amplify Intégration a un connecteur OData. Ça facilite aussi le truc. On a fait un plan projet avec Jira, dans lequel on a mis tous les items. On s'est engagé sur une enveloppe de jours. Et on voit que tous les jours, on rajoute des items à la fin. On en avait oublié. Où il y a des nouveaux besoins qui apparaissent parce qu'ils utilisent le produit, ça donne envie et ils se projettent sur d'autres choses. Et on a fait une étude de coût. Donc, comme le disait Louis, c'est un modèle de licensing à la transaction. Donc, pour pas partir les yeux fermés sur combien ça va vous coûter, on a été obligé de faire des extrapolations sur des use cases métiers, en disant tel use case va générer autant d'appels, on va prendre une petite marge de risque et on va vous compter le nombre de transactions théoriques auxquelles vous pourriez vous attendre. Ensuite, on s'est intéressé à la partie installation. Forcément, on avait ce schéma-là, donc qui est un peu volontairement imbuvable, qui nous a été fourni par les équipes Swiss 212, mais qui est très orienté infra, très orienté réseau. Nous, on avait besoin de quelque chose d'un peu plus macro et un peu plus orienté applicatif. Donc, on a commencé à faire du premier design et en se disant, voilà, vous allez devoir attaquer tel logiciel qui est en SaaS. Donc, le Business Central il est en SaaS. Vous allez devoir attaquer Windchill, qui est on-prem et qui est dans un data center relié avec le tenant Azure à travers un VPN. Donc on devait faire avec toutes ces problématiques. Et ce qui n'était pas possible par exemple avec le shared data plane d'Axway dans la mesure où on ne pouvait pas tirer de VPN. Donc on a éliminé ce shared data plane qui était là pourtant. Et on s'est intéressé à la manière de hoster ça on-prem ou en tout cas pas dans un SaaS public. Et on a comparé du coup les différentes variantes d'hébergement en prenant plusieurs axes. Guillaume a beaucoup parlé d'humain, mais on fait très attention à ça chez SmartWave. On s'est dit déjà, ça sert à rien. Par exemple, on peut l'installer on-prem sur OpenShift. Si on n'a pas les compétences OpenShift en interne pour manager un cluster, c'est même pas la peine. On a éliminé cette solution directement. C'est quelque chose de très compliqué. Il faut des équipes dédiées. Donc ça a été éliminé rapidement. Ils avaient une landing zone dans Azure avec toute la connectivité VPN existante avec les différents softs dont on a parlé. Donc on les a orientés en tout cas vers le choix d'AKS qui est le cluster de Kubernetes de Azure. Avec aussi une étude de coût qui est relative au coût d'infrastructure Azure. Avec la calculette Azure, ça se fait assez facilement. Et on a fait réellement les installations. Ah oui, avant ça, important. Et justement pour cette partie, combien ça va coûter sur Azure, c'est souvent des choses qui sont un peu difficiles à déterminer. Et là, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'Axway publie des ABAC sur le site avec un capacity planning par rapport à des VM sur Azure. Il publie également des tests de charge, donc format JMeter pour les connaisseurs.
Des consommations de pod minimales pour pouvoir allouer le bon cluster, les bonnes VM. Et il faut savoir aussi que je pense que Louis l'a dit tout à l'heure, mais c'est une solution qui gère l'autoscaling nativement. Donc voilà, là on est parti sur un premier environnement de dev qui est ultra minimaliste et on fera la prod en prenant un peu plus de sécurité. Dans la réalisation, vu que l'équipe Swiss212 était composée d'une personne, vous imaginez bien que c'est un peu un SPOF dans l'entreprise, il est ultra sollicité et il n'avait absolument pas le temps à nous accorder pour faire les installs ou même pour s'auto-former là-dessus. Donc vraiment, ils nous ont donné les clés et ça a été parce qu'on a gagné leur confiance aussi. Ça a été vraiment très sympa et on a produit les scripts Terraform qui permettent de déployer toutes les couches basses sur la partie AKS, donc les ressources groupes, les VNet, le cluster en lui-même, l'exposition publique et la gestion de la sécurité aussi, c'est important. Et ensuite, Axway met à disposition des N-charts qu'on a pu déployer dans le cluster AKS vraiment de manière très bien documentée et très facile. Aucune complexité par rapport à ça. Et la seule chose qu'on a dû faire forcément avec les équipes Swiss212, ça a été de faire toute la partie peering, custom DNS, VPN, enfin toute cette partie qui touche à la sécurité, où là on l'a fait à 4 mains, on va dire. On a rencontré des difficultés, mais comme chez tous les clients, c'est toujours un petit peu dur de donner des rôles contributeurs sur Azure à des prestataires. Donc voilà, c'est toujours les problématiques de credential, de fédération, de DNS, enfin les classiques, j'ai envie de dire, chez tous les clients. Dans la mesure où ils sont plus petits, ça a été quand même plus vite. On travaille peut-être avec des gros organismes où il y a une petite latence pour arriver à ce résultat-là. Et le résultat à la fin, c'est ça, c'est qu'on a un Customer Managed Data Plane dans Azure, dans le tenant Swiss212. Mais on a également un Shared Data Plane que nous a provisionné Axway dès le début. Et justement, par rapport à toutes ces problématiques, credentials, c'est un petit peu long, on n'arrive pas à avoir les droits, etc. Et ben, ça nous a permis de bosser là-dessus en premier. Pour pas perdre de temps et puis montrer vite du résultat. Et ensuite, comme le disait Louis, il suffit de cocher une case pour passer de l'un à l'autre, pour le déployer de l'un à l'autre. Donc, un moment qui était très appréciable, moi j'ai trouvé dans le projet, c'est ce côté où moi j'ai dû m'adapter et essayer de comprendre leur fonctionnel que je ne connaissais pas et qui est un fonctionnel très intéressant en plus. J'avais pas non plus l'habitude d'avoir un public qui est pas du tout informaticien. Je vais pas dire technique parce qu'ils sont techniques, mais ils sont pas informaticiens. Donc quand on leur dit token, OData, header, SSL, j'en passe et des meilleurs, ça leur parle pas du tout. Mais au fur et à mesure, j'essaie d'expliquer, de vulgariser, parce que le but c'est aussi que ils sachent prendre l'outil en main. Ça reste un outil, bien qu'il soit low-code, no-code, il faut quand même connaître un peu les protocoles, connaître le JSON, connaître voilà, les headers, ce que ça implique, les verbes HTTP, ça a un sens, les codes retour HTTP, ça a un sens fonctionnel. Donc j'ai essayé de passer un petit peu cette connaissance au fur et à mesure en allant à l'essentiel et en vulgarisant. Et bon, il a dit plein de mots techniques tout à l'heure dans sa présentation, donc j'ai l'impression que ça commence à marcher. Voilà, avant de se lancer tête baissée dans le fait de coder, enfin de low-coder les flux, on est parti sur une approche TDD. Donc vraiment, au début ils comprenaient pas vraiment pourquoi je les obligeais entre guillemets à faire ça, à dire on va écrire tous les postman, tous les tests, et après on implémentera. Mais je pense que maintenant, on voit bien l'utilité. On a aussi dû, comme je vous expliquais, on n'avait pas tout de suite le control plane avec tous les VPN, etc. Donc on a dû faire pas mal de mock de data avec Postman.
ce qui fait qu'on avait un environnement quelque part qui fonctionnait sans Amplify intégration, limite que avec Postman. Et maintenant, on prend, on branche, on débranche, on change des URL, et on est capable de tester des demi-flux, des demi-interfaces, et de faire direct la non-régression, même avant d'avoir codé les flux. On sait où on veut arriver, on sait qu'on doit avoir tel résultat, on sait qu'on va pousser telle donnée, et on va directement comparer tout ça. Donc le but, c'est aussi que quand nous, SmartWave, on aura terminé le projet, et il y aura des montées de version, et j'ose espérer que le soft va prendre chez 6-12, qu'ils aient pas trop de questions à se poser sur la non-régression des flux. Et c'est là qu'on a commencé à designer un premier flux. On s'est rendu compte que sur Windchill, pour souscrire à des événements qui vont pousser des webhooks, on peut pas forcément le faire avec le front web. Je te passerai les slides. Hein. Il n'y a pas de front web qui permette de souscrire à des événements. Donc c'est un outil qui est très orienté API. Donc on est obligé de le faire par API. Bon, pareil, on l'a fait avec Postman. On a créé des événements, des souscriptions à des webhooks sur des événements, sur des données métiers qui étaient intéressantes. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des plans de maintenance qui faisaient que ça effaçait régulièrement cette souscription. Donc on a créé un flux qui est schedulé plusieurs fois par jour, qui recrée les souscriptions dynamiquement. Ça a été le premier flux. Et pour nous amener au second, qui est vraiment le flux de base pour lequel Swiss212 est venu vers nous, c'est-à-dire le flux Windchill vers Business Central. Comme je vous dis, on avait déjà les Postman, on avait déjà éprouvé toute la mécanique. Il n'y avait plus qu'à transposer ça avec des drag and drop. Côté très sympa d'ailleurs, et l'avantage de faire des Postman en avance, c'est que pour avoir ces données, en fait, cette structure de données, là, qui est la structure Business Central, et l'autre qui est la structure Windchill, l'outil Amplify Intégration fonctionne avec un échantillon de données. Donc on va lui donner un exemple de trame JSON, et il va être capable de déterminer une structure. Donc tout ça, on l'a absolument pas tapé à la main. On a fait que des copier-coller d'un échantillon, et par introspection, il a déterminé cette structure. Bon voilà, c'est du vrai low-code où le clavier on l'utilise pas trop, et c'est vraiment la souris qui prend cher. Donc toujours dans ce souci de passage de connaissances, dans les prestations SmartWave, on donne tout le temps, à un moment on dit on va vous faire une documentation sur comment installer le produit, comment les flux ont été implémentés, etc. Mais moi j'aime bien aussi faire ça en binôme, comme disait Guillaume, on bosse à deux. Moi je fais un premier truc, je lui passe il prend la main sur son PC, il finit par coder les intégrations, et puis on fait ça de manière itérative, en expliquant à l'oral. Bon, cela dit, il faut laisser des traces, la documentation c'est important. Mais sur des outils type low-code, la documentation c'est un peu compliqué à faire, parce qu'on se retrouve à faire des documents qui font 50 pages avec des screenshots dans tous les sens. Et du coup c'est un peu imbuvable. Et on s'est accordé du coup sur produire. On va faire une intégration from scratch, mais filmée sur l'écran. C'est un peu d'actualité aussi en plus, hein, donc de faire ça. Et ça se prête beaucoup mieux que d'expliquer ça à l'écrit. Alors, là où on en est aujourd'hui, on a créé effectivement les flux de souscription, les flux, le flux de Business Central vers Windchill. D'ailleurs, j'ai bien aimé la petite étincelle dans les yeux quand ils ont appuyé sur le bouton sur Windchill et puis qu'ils l'ont vu arriver sur Business Central en moins de quelques secondes. Là, il y avait un petit effet waouh, et ça, pour moi, c'est ma récompense dans le projet. Donc, par rapport au nombre de jours qu'on avait proposé, normalement, on aurait dû s'arrêter là, mais il en reste. Donc, on va faire d'autres flux. On a continué. On n'a pas plus tard qu'hier. On s'est amusé à transférer donc des vignettes. Il faut savoir que dans Windchill, en fait, il y a toute cette partie. C'est des pièces. Il y a des logiciels de CAO, DAO qui vont modéliser les pièces en 3D et qui vont créer des vignettes des pièces.
et qui serait sympa qu'on puisse les voir aussi dans Business Central, donc juste pour un confort UX en termes de recherche. Donc ça, c'est des choses qui ont été faites. Maintenant, on va faire les flux dans l'autre sens, donc de Business Central vers Windchill, sous le même principe, souscription, webhook, OData, etc. On a discuté d'intégration avec DocuSign. Ils ont intégré Lucas aussi, il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous connaissez. Timesheet, RH, etc. Donc ils se projettent aussi sur des intégrations avec ce type de soft. Il va falloir pareil, hein, comprendre les mécanismes, toujours la même histoire. Et ça, c'est mon retour perso sur le produit, ce que j'en ai pensé. Ce qui était vraiment sympa, enfin je sais pas si vous avez peut-être tous connu ça, on a une URL pour la dev, on a une URL pour la cal, on a une URL pour la prod. Avec un peu de chance, on a une petite bannière qui dit attention, vous êtes en cal, vous êtes en prod, mais pas toujours. Là, on a une URL. Voilà, c'est tout. Alors, il y a l'URL de par où passent les flux, on va dire la gateway, qui est le data plane. Mais en tout cas, pour la partie conception, monitor, etc., on y a une URL. Et ça gère, ça remplace un IDE, par exemple sur WSO2, ils auraient dû installer un client lourd pour designer leurs intégrations. Donc quelque chose de très moderne et qui est capable de piloter plein d'environnements. J'ai bien aimé la partie traçabilité. Je ne vais pas forcément rentrer beaucoup dans le. On s'était pas forcément calé avec Louis, mais on dit la même chose. Tout l'historique de chaque intégration, de chaque lancement est tracé. On peut voir les variables, la valeur des variables à chaque fois. Donc forcément, quand on fait de l'intégration, on a besoin de toujours faire un peu de troubleshooting, de comprendre ce qui s'est passé. Là, c'est ultra simple. Et quand ça s'est mal passé, il y a un petit bouton reprocess qui permet de relancer le flux là où ça a planté. On ne peut pas altérer les données telles qu'elles étaient, on peut juste se relancer pour se prémunir d'un problématique réseau qu'il y a eu à ce moment-là, ou tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on a déjà rencontré. Donc une UX intuitive, vraiment, les composants sont homogènes, donc quand on sait se servir de l'un, on arrive vite à savoir se servir de l'autre. Il y a vraiment une cohérence dans l'utilisation soit des connecteurs techniques, soit des composants système. Une gestion du versionning et du déploiement qui est intégrée. Alors, si vous êtes une grosse entreprise, vous allez me dire, moi, j'ai déjà ma chaîne CI/CD, etc. Ça reste possible, mais clairement, pour une entreprise comme Swiss212, c'est un vrai plus. C'est-à-dire que ils n'ont pas à se brancher. Même les sources sont stockées dedans. En fin de compte, il n'y a même pas de Git à la fin. Ça déploie. On va pouvoir planifier des déploiements. On va pouvoir aussi gérer des versions. Revenir en arrière éventuellement si on s'est planté, ça peut arriver. Cette partie déploiement hybride m'a beaucoup plu aussi. On a eu des contraintes techniques, mais comme tout le temps, mais qui tournent toujours autour de la confidentialité, autour des VPN, etc. Donc assez rapidement, c'était la bonne solution. Un autre cas d'usage, il parlait aussi de partir aux US, avec des bureaux aux US. Il y a aussi cet aspect proximité. On va pouvoir déployer un Customer Managed Data Plane dans un tenant Azure dans une région Azure qui sera plutôt aux US et avec une plus de proximité et moins de latence. Simplicité d'installation, il faut quand même un petit peu connaître Kubernetes et les Helm charts, faut un petit bagage, mais si on l'a, on lance et c'est bon. Le catalogue de connecteurs qui est très très riche et qui s'enrichit de jour en jour. Forcément, la proximité avec Axway. On a un partenariat qui va limite au-delà du partenariat, on va se le dire, et un support en français, contrairement à certains autres éditeurs, mais ça tu l'as déjà dit, Guillaume. Et une roadmap qui est partagée, en tout cas qu'Axway partage avec nous, qui n'est pas forcément publique, je pense. Et avec des cycles de release très très courts. Pour vous dire, on a commencé le projet il y a 6 mois, je crois que j'en suis à la troisième mise à jour de version. Et aussi, on va dire qu'il y a la version du data plane, la version du control plane.
La version du control plane est gérée par Axway, c'est du SaaS. Donc un jour ils préviennent et puis voilà, on a la nouvelle version. Et ça n'implique pas forcément de devoir migrer celle qui est dans le teneur Azure. Donc forcément, il n'y aura pas les nouvelles features, mais ils assurent la rétrocompatibilité, et ce qui est vraiment pas mal, parce que sinon, il faudrait scaler et ça serait compliqué. Voilà pour mon retour. Eh bien, très bien. Voilà. Merci. Alors, je vais dire ce que je pense de la solution. Je demanderai aux personnes d'Axway de sortir. Alors effectivement, c'est écrit. Hein. C'est un projet qui se passe bien. Donc, on travaille bien ensemble. C'est pas simplement un fournisseur. On travaille pas forcément avec un fournisseur, forcément qu'avec un intégrateur. On travaille avec des gens. Avec qu'on appelle lui. Alors de là ce qu'on la paye. Voilà, donc il y a eu des difficultés, on a avancé quand même. Et puis voilà. Alors j'ai mis gestion des API, c'est qu'en fait, alors tout le côté ajouter des briques, mapping, ça c'est extrêmement simple, c'est drag and drop, etc. C'est très rigolo à faire. Moi j'aime beaucoup. Par contre, se connecter aux API en entrée et en sortie. Donc c'est pour ça que là on s'appuie énormément sur SmartWave parce que c'est la partie des vrais quoi et nous on n'en est pas. Donc voilà. Sur les premiers flux, il y a eu des difficultés techniques. Ça on avait dit c'est par rapport à la connexion. Difficultés métier, oui parce que comme je disais, hein, si on veut interfacer des articles à droite et à gauche. Au début, ça paraît très simple, ça paraît très évident, description, elle va de là à là, et puis on se rend compte qu'en fait, il y a des erreurs, parce qu'il y a des cas de figure où en fait, il faut prendre en compte un autre champ qui n'a rien à voir, qui se trouve dans une autre table, qu'il faut rapatrier, il faut merger tout ça, il faut faire des changements, des transformations pour avoir l'information qui va bien. C'est évidemment le cas dans tous les logiciels d'interface, y compris le dinosaure que j'avais géré il y a quelques années. Et puis la rapidité d'exécution, donc ça, c'est vrai que la première fois que ça a fonctionné, en fait, on l'a pas vu. C'était mon collègue qui dit c'est bon, j'ai changé un article sur le PLM. Je dis il y a rien qu'à changer. En fait, ça avait changé tellement vite que le temps que je tourne la tête, c'était déjà arrivé et l'écran s'était rafraîchi. Donc c'est extrêmement rapide. En gros, quand ça marche bien, ça marche bien. Voilà, je crois que vous pourrez dire ça. Hein. Quand ça marche bien, Guillaume Sculfort, le 18 juin. Et globalement, ça marche bien effectivement quand passer tout ce qui est gestion d'API. Mais ça, c'est un truc qu'on fait généralement une fois. On se connecte une fois à un soft. Une fois qu'on arrive à se connecter, après, on appelle à peu près ce qu'on veut. La connexion est faite. Hein. Le software en lui-même, c'est moderne et accessible. Une fois de plus, quand je compare avec le AI que j'avais géré il y a 15-20 ans, je retrouve à peu près la même chose, mais en beaucoup plus moderne, avec beaucoup plus de fonctionnalités. Donc c'est quelque chose que j'apprécie parce qu'assez instinctivement, les cross-refs, les drag and drop, tout ça se fait assez facilement. On a vu, c'est un peu une gestion graphique, une vision graphique du flux. Même si personnellement, je préfère quand c'est vertical. Mais bon. Des évolutions dans le bon sens, ça aussi. La dernière release qu'on a vue, c'était que des fissures qui sont bienvenues, en tout cas celles que j'ai vues. Et puis l'éditeur que j'ai pu voir il y a 2 semaines pour le forum Axway. Et donc j'ai pu discuter avec le chef de produit, avec les développeurs, et donc on a des gens qui, un peu à l'image de SmartWave, qui sont à l'écoute, qui sont capables et qui on arrive à discuter. C'est pas Microsoft où il y a une pyramide décisionnelle qui s'étend à l'infini. Non, là on a vraiment des vrais gens qui font du vrai boulot en face, et parfois c'est quand même assez agréable. On parle un peu du budget. Je vais pas donner les chiffres. Évidemment, c'est un coût, des coûts d'implémentation opérationnelle, des coûts opérationnels. Bravo Guillaume. Donc il y a forcément l'étude préliminaire, l'installation, la formation continue, les développements des premières solutions. Ça c'est oui, forcément. Il y a des coûts d'implémentation qui sont là, qui valent largement le coup, parce qu'effectivement, dans les coûts d'implémentation, il y a les premiers flux et la formation avec. Donc ça, c'est clairement de l'investissement. Des coûts opérationnels,
licence, hein, au bout d'un moment, il va falloir payer Axway. Et par contre, en gain, bah, effectivement, on voit. Alors, on n'est pas encore tout à fait en prod hein, aujourd'hui, mais on voit déjà là, bah, comme en fait, ça répond directement aux besoins qui étaient au début de la présentation. Moins d'erreurs, il y a beaucoup moins de double saisie. Faut évidemment bien réfléchir à ce qu'on fait, dans quel sens on veut faire, quels sont les champs qui sont modifiables d'un côté et pas de l'autre, évidemment. Tout ça, c'est des choses auxquelles il faut penser. Mais globalement, on a des utilisateurs qui aujourd'hui sont satisfaits de voir des choses fonctionner, quoi. C'est effectivement, il y a un petit côté magique, la petite lueur. Et puis l'évolution du SI. Alors c'est vrai que dans l'idée, on se dit entre le PLM et le RP, on aurait pu prendre peut-être quelque chose de plus petit, quelque chose de plus simple. Sauf que quand on voit la vitesse à laquelle l'entreprise évolue, quand on voit les données, la vitesse à laquelle elles fusent, et puis l'acceptabilité qui fait partie aussi de l'ADN de Swiss 12, hein, on accepte volontiers les propositions, les nouvelles technologies. Et ben on s'est dit, ok, on a besoin de quelque chose qui va nous... Vous voulez pas installer quelque chose qui nous durerait 1 an ou 2 ans. On veut quelque chose qui nous amène dans les étoiles. Vous l'avez ? Et donc qui suivent aussi notre évolution, les nouveaux softwares, l'évolution des softwares, etc., etc. C'est aussi pour ça qu'on voulait avoir la main dessus, c'est-à-dire que on veut pouvoir gérer les évolutions nous-mêmes en fonction de notre besoin. Du côté roadmap, à court terme, comme on a dit, hein, c'est la mise en production des flux identifiés, les articles avec les images. À 6 mois, donc ça va être aussi les fournisseurs qui feront de l'ERP vers le PLM, les nomenclatures, donc les BOM, mais aussi on vient d'installer Luca qui est un logiciel RH, on a des outils de planif, on a aussi, et ça sera plus dans le moyen long terme, on a des logiciels un peu plus niche qui sont le logiciel de gestion 3D typiquement, peut-être qu'on pourra l'interfacer avec quelque chose, forte chance. On aura un jour un MES, un CRM, une BI, des choses comme ça avec lesquelles va falloir faire quelque chose. Automatisation des tâches répétitives et puis évidemment la gestion de l'international.